J'espère que vous allez bien, où que vous vous trouviez. Avant de me présenter, je voudrais vous informer que nous avons l'interprétation en français et en espagnol. Veuillez cliquer sur l'icône du globe en bas de votre fenêtre Zoom et vous allez sélectionner la langue de votre choix. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous présenter dans la boîte de dialogue. Je suis Richard Badwin, spécialiste de l'administration des terres. J'ai travaillé dans le monde entier au cours des 3 dernières années. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré au financement durable de l'enregistrement foncier et de la gouvernance foncière. Il est question pour moi aujourd'hui d'officier en tant que modérateur. Je présenterai dans la session et je poserai aussi les questions aux panélistes et nous prévoyons ensuite de répondre aux questions. En guise d'introduction, la viabilité des services fonciers reste un défi majeur dans la poursuite ou alors l'atteinte d'une gouvernance foncière efficace et inclusive. Nombre de systèmes d'administration foncière dépendent de financements externes, ce qui limite leur capacité à maintenir leurs opérations de manière indépendante. Dans ce webinaire, nous allons explorer les mécanismes de financement afin d'identifier des voies vers une administration foncière résiliente et équitable. Ce sujet est d'autant plus important qu'aujourd'hui, nous assistons à une réduction des projets de développement menés par les bailleurs de fonds. Donc, ce qui s'est passé jusqu'ici au cours de l'année, nous devons trouver d'autres voies et moyens de financement. Donc, aujourd'hui, nous allons écouter des personnes qui travaillent dans l'élaboration et la mise en œuvre des mécanismes de financement dans plusieurs pays, dont nous aurons des expériences réelles de ces personnes dans des pays différents. Et nous voulons voir comment est-ce que les systèmes d'information transparents et équitables peuvent renforcer la durabilité et la reddition des comptes pour les générations futures. Donc, je suis impatient d'entendre nos estimés panélistes partager leurs points de vue et leurs expériences sur ce euh, sujet crucial. Ce webinaire est diffusé en direct sur plusieurs plateformes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en utilisant le bouton Q&A en bas de votre écran. Nous y répondrons plus tard. Donc, certains panélistes pourront répondre à vos questions si elles sont ciblées. Et enfin, dans un souci de transparence, je tiens à préciser que la séance d'aujourd'hui est enregistrée et que vous recevrez le lien vers la vidéo par la suite. Donc, et ce sera également posté sur le site de l'An Portal. Donc, s'il permettez-moi de vous présenter nos intervenants euh, lorsque nous allons commencer les discussions réelles. Cet après-midi, nous avons Gema Betsema, qui est conseillère principale du programme Land at Scale de l'Agence néerlandaise pour l'entreprise. Elle est responsable des projets en Irak, en Palestine. Elle travaille également dans la gestion des connaissances et du suivi. Et elle travaille depuis plus de 10 ans sur des programmes de gouvernance foncière. Nous avons également Sarah Akilen, qui est conseillère technique auprès euh, de la GIZ Ouganda et soutient le projet politique foncière. Elle est conseillère technique et le projet sur lequel elle travaille vise à promouvoir l'accès à la terre comme condition préalable pour la réduction de la pauvreté et de la faim dans les zones rurales. Il faut, Elle veut également garantir les droits fonciers coutumiers par le biais de l'enregistrement des terres. Donc, elle va parler de ces sujets. Elle a une expérience riche en ce qui concerne les droits fonciers en utilisant les structures gouvernementales. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue, Sarah. Christelle Vandenberg, elle est gestionnaire régionale pour Cadastre. Elle, euh, Elle soutient le développement de l'administration foncière dans plusieurs pays d'Afrique, dont le Rwanda, le Bénin et d'autres pays. Elle collabore avec les ministères, les ambassades, les universités et les partenaires financiers tels que la Banque mondiale et l'Union européenne. Et elle a été nommée récemment directrice de l'École des études d'administration foncière, une collaboration entre l'Université de Twente et Cadastre.
L'objectif étant d'améliorer les connaissances et l'expertise dans le secteur de l'administration foncière. Félicitations, Christelle. Rémi, est un expert en gouvernance qui travaille avec VNG International. Il va nous faire part de son expérience au Burundi où il travaille pour la gouvernance locale, le développement économique, la consolidation de la paix. Et il y a une approche particulière dont il va parler. Et nous avons maintenant Abid Hakim, qui n'est pas des moindres. Il est conseiller principal au sein du bureau du vice-président du Puntland en Somalie. Il joue un rôle essentiel dans la coordination et le renforcement des capacités de 33 conseils municipaux. Il va parler du renforcement ou de l'augmentation des revenus et l'amélioration des pratiques de gestion des terres. Il va parler également euh, des pratiques de gestion des terres qui sont essentielles au développement durable. Donc, dans sa présentation, donc une fois de plus, il va mettre l'emphase sur son engagement et sur toutes les approches de l'appropriation des ressources, l'administration foncière et les systèmes financiers durables. Maintenant, je vais passer la parole à Betsimba. Elle va nous parler du programme Land at Scale et pourquoi est-ce que cela est important dans l'administration foncière. Gemma, merci Richard, merci également à tous les panélistes experts aujourd'hui. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter le contexte et l'historique de la discussion de ce jour, parce qu'il s'agit du quatrième webinaire d'une série intitulée Mise à l'échelle responsable, que nous avons lancée en collaboration avec la Fondation Land Portal. Comme vous le savez certainement, il s'agit d'un programme de soutien à la gouvernance foncière financé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères. Land at Scale mène des projets dans 12 pays à travers le monde et le travail est soutenu par une composante de gestion des connaissances dont le présent webinaire fait également partie. L'objectif est de partager les enseignements tirés avec un public plus large en apprenant des pertes, travaillant sur des sujets similaires. Il est également important de renforcer et d'améliorer l'impact du programme au niveau national et de contribuer au secteur foncier en général. Et comme Richard l'a mentionné, le financement durable des systèmes d'administration foncière, c'est quelque chose de très important. Lorsque nous avons commencé le projet Land at Scale en 2019, le thème de mise à l'échelle en soi, ça signifiait la mise à l'échelle dans la gouvernance. Et dès le départ, et même avec nos partenaires, il était question explicitement qu'il ne fallait juste pas augmenter le nombre de certificats ou d'actes, de titres fonciers pour plus de personnes dans plusieurs pays. Il s'agit également de, de travailler sur l'aspect plus structurel de la gouvernance foncière, améliorer les systèmes et les procédures de manière à ce qu'ils deviennent plus autonomes et à l'épreuve du temps. Et cela dit, nous voulons également renforcer les services fonciers. Naturellement, en tant que programme, cette question est très importante de nos jours parce que, comme vous le savez, nous avons constaté que l'administration foncière en particulier a été améliorée pendant la durée d'un projet et quand il y a la fin d'un projet, le financement on se rend compte que la durée du financement, la viabilité du financement n'a pas été prise en compte. Donc, nous voulons donc ajouter cet aspect dès le départ en travaillant avec les partenaires dans plusieurs pays et nous avons essayé d'intégrer la discussion dans la planification des activités. Donc, aujourd'hui, nous avons vraiment hâte de discuter des expériences, des enseignements tirés
de, de la Somalie, du Burundi et de notre partenaire Cadastre International et d'échanger avec les autres qui ont déjà de l'expérience. Nous avons l'expérience du GIZ en Ouganda et nous voulons également apprendre de vous, cher public, les défis et les expériences, ce dont nous sommes en train de parler. Donc, je vous repasse la parole, Richard. Merci, merci, Gemma. Merci, euh, Rémi. Permettez-moi de m'adresser à vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail au Burundi avec le programme Landascale et nous dire comment vous travaillez avec les autorités locales et les services fonciers décentralisés pour évoluer vers la viabilité financière. Rémi, vous avez la parole. Merci à Richard, merci à tout le monde d'avoir participé et bonjour, bon après-midi là où vous êtes. Euh, Au Burundi, nous travaillons effectivement sur la gouvernance et l'administration foncière à travers le programme Landatske. Et ce que nous faisons, nous sommes déjà au niveau de la commune Nyanzala, qui est l'une des communes du Burundi, au sud du pays. Et nous sommes beaucoup plus sur la sécurisation foncière, la gestion des conflits, mais aussi on travaille sur la viabilité financière des services fonciers communaux sur base d'un business model approche. Et cette année, là où nous sommes, c'est un programme de 5 ans, presque 5 ans, 56 mois. Nous savons déjà, nous estimons déjà avec les revenus de la certification foncière à un demi-million de dollars qui finance 50% du budget de la commune estimé cette année. Ça veut dire que c'est un montant assez important, non seulement qui viabiliser les services fonciers communaux, mais aussi qui peut permettre à la commune de financer les autres services sociaux de base. Ce qui fait que les autorités locales ne peuvent que s'en réjouir. Du moment d'abord que cette gestion décentralisée, cet aspect de sécurisation foncière réduit fortement les conflits fonciers qui répondent aux problèmes réels des communes, mais aussi que ça apporte de la valeur ajoutée en finançant les services. Donc, pour les autorités locales, c'est vraiment, ils sont enthousiastes par ce programme. Le deuxième aspect, c'est que c'est la dimension sociale de cette gestion décentralisée des services. C'est que non seulement ça permet la sécurisation, la réduction des conflits, mais aussi que au niveau du capital, le français devient comme un capital, ils peuvent collaborer facilement avec les banques et les institutions de microfinance sous forme d'hypothèques. Donc, à la fois pour les communes, pour les communautés, ça apporte une grande valeur ajoutée. Ça ne peut se faire que, bien sûr, si c'est soutenu par un cadre légal, et ça a été une longue journée, un grand processus d'abord de scanner le cadre légal, voir l'environnement légal, s'il permet la viabilité financière, mais aussi les institutions, les structures qui existent, mais aussi un bon débat avec les conseils communaux qui représentaient les communautés. Je pense jusque-là, il y a une grande satisfaction et on est content que ça va permettre la viabilité financière et d'une manière durable. Euh, Merci, merci infiniment, Rémi. Merci pour cette contribution. Et il est clair que votre approche, elle a de très bons résultats
je vais passer à Sarah et je vais revenir à vous, Rémi. Sarah, est-ce que vous pouvez comme Rémi l'a dit, euh, en Ouganda, vous travaillez avec l'administration foncière, l'administration communale, le contrôle municipal, le soutien des bailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage et de nous parler des informations? Merci, Richard. Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez très bien? OK, merci. Le programme de politique foncière responsable, c'est un projet mondial qui existe depuis 2016 et nous allons poursuivre jusqu'à une certaine période de l'année prochaine. L'objectif global, c'est améliorer l'accès à la terre en tant que condition préalable pour la réduction de la pauvreté dans les zones rurales. Donc, et cela a apporté beaucoup de relief, notamment pour les femmes, les groupes marginalisés également. Nous travaillons dans le centre, l'est et le nord de l'Ouganda. Donc, ce sur quoi nous travaillons, nous, nous voulons encourager les communautés à acquérir des certificats de propriété coutumière et des certificats d'occupation. Donc, au départ, le projet fournissait des fonds pour garantir les droits fonciers coutumiers. Cependant, nous savons que les projets arrivent et s'en vont, les financements arrivent après, ils sont clôturés. Donc, nous sommes en train d'évoluer maintenant, depuis 2022, à un modèle d'autofinancement de l'enregistrement des terres. Cela exige des communautés qu'elles versent une contribution minimale pour euh, pouvoir enregistrer leurs droits fonciers. Donc, comment est-ce que nous avons pu effectuer cette transition? Nous, nous avons pu nous appuyer sur, sur la demande écrasante des communautés environnantes en ce qui concerne les besoins en matière d'enregistrement foncier. Donc, il y a eu le soutien des leaders culturels et communautaires. Et ça nous a aidé dans les phases initiales de transition du financement de projets. Nous avons procédé par la sensibilisation des communautés pour que ces communautés comprennent l'importance de l'autofinancement. Nous avons également eu le soutien technique avec les responsables qui ont pris la direction de la mise en œuvre. Et en fin de compte, il y a un besoin primordial d'un plan de durabilité pour poursuivre l'action d'enregistrement des terres. Nous ne voulons pas être dans une situation dans laquelle, une fois que il n'y a plus de financement, alors l'enregistrement des terres va également prendre fin. Donc, maintenant, cela dit, nous continuons des campagnes de sensibilisation à l'importance de la prestation de services fonciers aux communautés. C'est également une de nos approches pour la transition vers l'autofinancement durable en vue de l'enregistrement des terres ici en Ouganda. Donc, je vous remets la parole. Merci infiniment, Sarah. Donc, cette approche vous partez d'une perspective où vous fournissiez des fonds aux mécanismes importants et maintenant il y a une transition vers l'autofinancement. Ça, c'est très intéressant. Nous allons revenir vers vous avec d'autres questions. Abdi Hakim, est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail en Somalie, notamment à Bosaso? Euh, Son approche porte sur le mécanisme de capture de la valeur foncière. Si j'ai bien entendu notre orateur, Abdulhakim, vous avez la parole. Je voudrais d'abord, je ne sais pas si tout le monde m'écoute bien. Mon bureau
est logé au niveau du vice-président de la Défense. Nous avons eu, lors des élections, nous voulons renforcer les capacités des gouvernements locaux afin que ces gouvernements puissent être dotés des capacités leur permettant d'améliorer la collecte des revenus, la gestion des foncières et également des formations avec les gouvernements de district. Si la gestion des terres est améliorée au niveau local, ça veut dire qu'ils vont recevoir davantage il y aura une collecte de fonds plus importante. Et on pourrait également investir cela dans les infrastructures et d'autres euh, domaines clés. Donc, avec le partenariat, comme Land at Scale, il y a eu un mécanisme de capture de la valeur foncière à Bosaso, par exemple. Et si je relève certaines questions importantes que nous avons dans cette localité, il n'y avait pas suffisamment de propriétés foncières au niveau de la communauté et il y a beaucoup d'activités dégradantes pour l'environnement. Donc, nous avons également, il y a un système d'administration fiscale qui n'est pas très équitable. Donc, il était important d'avoir ce type de recherche à Bossasso. Euh, Nous avons déjà discuté des questions et des recommandations avec les gouvernements locaux et le gouvernement local travaille là-dessus. Euh, Merci. Donc, j'espère que vous avez compris. Merci pour cette présentation, Abdou Hakim. Donc, c'est une perspective supplémentaire euh, dans un environnement ouvert. Et il y a également les déplacés internes. Ça, c'est également une question très, très importante. Si je peux, on a des centaines de milliers de personnes déplacées internes dans les gouvernements locaux et avec les partenaires internationaux comme Land at Scale. Nous voulons les intégrer au niveau des communautés et l'enregistrement peut se faire en ligne. Donc, merci Rémi. Merci, c'est une approche très intéressante. Donc, nous avons entendu de trois programmes en cours d'exécution. Les gens travaillent vraiment pour le financement durable, mais les gens, ils utilisent des approches différentes. Maintenant, nous allons adopter une autre perspective dont je vais parler. Je vais m'intéresser à Christelle. Vous travaillez avec euh, Cadastre dans plusieurs pays dans le monde. Comment est-ce que on peut intégrer la durabilité dans la conception des programmes et reconnaître à travers votre travail au niveau de cadastre, vous avez des systèmes très sophistiqués. Donc, ce serait bien que vous nous partagiez votre perspective. Quels sont les facteurs clés qui permettent d'assurer la transition pour le financement, pour qu'on passe d'un financement gouvernemental à un autofinancement? Donc, ce que je vais dire, c'est qu'il y a plusieurs facteurs, mais les plus importants, la gouvernance forestière, l'enregistrement foncier, et ça fait partie des questions liées à la politique du pays. Comment est-ce que le gouvernement va effectuer ce travail? Parce que l'ambition, la volonté politique doit être là. La collaboration institutionnelle est très importante parce que vous devez travailler au niveau gouvernemental, au niveau institutionnel pour pouvoir
mettre en œuvre ce système de financement. La collaboration est nécessaire, mais il devrait avoir vous devez vous, il devrait avoir un climat de confiance et de collaboration. Le troisième point, vous devez avoir un modèle opérationnel auquel vous allez vous conformer, toutes les institutions qui sont impliquées dans la gestion foncière. Il doit y avoir des accords entre toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans la chaîne d'administration foncière, que ce soit les municipalités, les gouvernements locaux, les gouvernements nationaux, les gouvernements provinciaux. Toute la chaîne d'administration doit être impliquée parce que dans certains pays, notamment, il y a un ministère en charge de la protection des données. Donc, quand il y a une transaction, le gouvernement national, il y a une base de données centrale qui est stockée. Il doit avoir un modèle de financement où est-ce que il y a une couverture des fonds, que ce soit les équipements, les infrastructures. Et dans cet exemple, on doit aller au-dessus du niveau local ou national. Donc, cela nécessite qu'il y ait des ententes fermes entre toutes les parties prenantes. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que la collaboration est importante parce qu'il n'est pas facile, notamment au départ, et je comprends cela, parce qu'il s'agit de l'argent. Donc, lorsque on parle de l'argent, il y a tellement d'intérêts qui entrent en jeu. Donc maintenant, il faudrait pouvoir travailler ensemble comme des acteurs dans la chaîne et dire, je vais parler de partenaires. Si vous travaillez bien ensemble en tant que partenaire, l'administration foncière peut générer beaucoup d'argent. D'ailleurs, il y a d'autres avantages qui pourraient en découler pour le développement de la société en général. Donc, il ne s'agit pas seulement des avantages liés à l'argent. Donc, il n'y a pas seulement des avantages financiers. Mais aujourd'hui, nous parlons de la partie financière, cependant. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci, Christelle. Ce point que vous avez relevé, ce sur quoi nous sommes focalisés dans webinaire, c'est les avantages. Et c'est important d'avoir plusieurs perspectives, qu'elles soient financières, qu'elles soient sur la durabilité, qu'elles soient économiques. Merci de nous avoir rappelé ce point. Donc, ce qui peut être relevé, on a par exemple l'exemple en Ouganda, il y a les droits coutumiers. On a également l'exemple comment est-ce que on peut avoir des opérations durables. Et sur ce thème, je voudrais revenir à Rémi. Vous avez une approche qui est intéressante dans la chaîne de développement. Avec cette approche, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelles stratégies ont été plus efficaces pour s'assurer que l'administration foncière permette de générer des revenus durables, accessibles aux communautés? Rémi, vous avez la parole. Oui, merci encore une fois pour la question. Je pense que Christella venait bien de le dire tantôt. C'est beaucoup plus une dimension tactique que stratégique. C'est de trouver, c'est de regarder la chaîne d'administration foncière et bien travailler, collaborer avec ces structures. D'abord, sur le plan institutionnel, on a eu à travailler au niveau local avec les conseils communaux, qui sont les délégués des communautés, pour que ça soit accepté. Et sur le plan national, on a travaillé avec le ministère en charge des terres, mais aussi la Commission foncière nationale qui joue un rôle régulateur. Donc, ça, c'est le premier aspect de notre plan tactique. Le deuxième aspect, c'était de socialiser notre approche et penser à discuter avec les conseils communaux sur la détermination des coûts abordables en considérant le coût de la vie des communautés, disons le coût d'un régime de bananes, le coût d'un poulet, et pour montrer, persuader les communautés, et le coût d'un lapin, pour le coût de 10 kilos de haricots,
pour persuader les communautés que c'est un coût abordable, que tout le monde peut payer. Le troisième aspect tactique, c'était c'est le système. En fait, pour que quelque chose soit durable, c'est de pouvoir l'intégrer dans le budget de la commune et que ça soit systématisé et que ça donne de la valeur ajoutée à la commune. Définitivement, les trois dimensions ont fait que le pays adhère aux finances, au service foncier communal est financièrement viable. Ce sont les trois aspects importants que je vais citer pour le moment. D'accord, merci beaucoup. Vous avez parlé de cette question de l'abordabilité, qui encore une fois, je pense, est un point très important et très intéressant quand on s'attaque à cette question, en fait, du fait que ces personnes doivent payer pour ces différents services. Je vais maintenant repasser la parole à Sarah et notamment, j'aimerais lui demander de nouveau peut-être avec un peu plus de détails sur, donc poser une question sur les stratégies qui ont été utilisées pour, financer, cette approche locale et en tenant, à l'esprit la remarque de Rémi, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'abordabilité également? Parce que vous avez parlé en fait du fait que les agents locaux, doivent contribuer à cette certification. Donc à vous la parole, Sarah. OK, merci Richard. Eh bien, les stratégies que nous avons utilisées, en fait, c'est l'utilisation de structures gouvernementales et communautaires préexistantes, ainsi que des institutions locales qui nous ont permis, en fait, de faciliter le processus, de certification foncière. Au départ, nous utilisions des entreprises, des ONG, peut-être, des contractuels externes, mais cette fois, en fait, nous utilisons les structures préexistantes en partant donc, du ministère de la Terre aux structures régionales, au gouvernement local, à la communauté concernée. Et l'idée, en fait, derrière ça, c'est de faire en sorte qu'ils s'approprient le processus, que ce processus leur appartienne véritablement et qu'ils puissent l'inscrire dans la durée. Deuxièmement, on a également intégré une approche en cascade où en fait on a commencé par, renforcer les capacités des différentes parties prenantes, qui sont, impliquées, dans, ce processus, d'enregistrement des biens fonciers. Donc en Ouganda, c'est le ministère, de gestion des biens, fonciers, qui en fait, s'attaque à cette question donc des services d'enregistrement et de gestion des terres. Donc en partant de ce niveau national, on peut ensuite passer au niveau régional, au niveau, des différentes comtés et ensuite au niveau des différentes communautés. Et donc ça, ce sont les structures en fait qui, on pense, vont pouvoir inscrire ce travail, dans la longue durée parce qu'ils travaillent directement avec le gouvernement. On a également, décidé de réaliser des actions de conscientisation, notamment des réunions, en fait, pour sensibiliser, les communautés à ces questions et en fait, on s'est servi encore une fois des structures gouvernementales, pour, cet aspect-là. Parce qu'une fois que les capacités ont été renforcées, en fait, ce sont ces mêmes parties prenantes qui vont travailler au niveau communautaire et au niveau des comtés pour sensibiliser les personnes concernées, sur ces processus d'enregistrement foncier. Et enfin, le dernier aspect, en fait, c'est des processus de, consultation inclusifs sur la question, de la mise en œuvre donc de ces tarifications d'enregistrement ou ces redevances. Parce que, par exemple, on aurait pu se dire, bon, bah, dans un comté spécifique, on va se dire: «Bon, bah, c'est cette somme-là que vous allez devoir payer» et ça va être quelque chose d'assez difficile d'avaler, en fait, pour les communautés locales. Mais au lieu donc de désigner ces sommes-là, en fait, on a initié un processus consultatif avec, les leaders communautaires pour leur demander: «Eh bien, combien est-ce que vous pensez que les membres de cette communauté vont pouvoir contribuer à ce type de certificat?» Et je pense qu'en fait, ça a été quelque chose qui a vraiment permis, la croissance, en fait, l'explosion de l'autofinancement parce qu'ils ont pu fixer des tarifs raisonnables, même pour les communautés les plus marginalisées. Et en termes de mise à échelle,
On s'intéresse aux différentes régions et sous-comtés et le fait qu'ils soient, donc capables d'intégrer, ces services fonciers dans leur budget, annuel et en fait, une fois que ça c'est fait, ils vont pouvoir mettre cette activité à échelle dans d'autres communautés, dans la région. Parce qu'à ce moment-là, en fait, les fonds sont déjà, planifiés, ils sont à portée de main pour eux. Donc ça, c'est une des stratégies qui peut être utilisée pour mettre à échelle ces processus-là. Je vous rends la parole, Richard. Ah merci Sarah, c'est très intéressant et d'ailleurs, je suis frappée vraiment par, le fait que vous utilisiez des structures préexistantes plutôt que de dépendre sur des acteurs externes pour atteindre ces objectifs et ces processus d'enregistrement. Et sur ce thème-là, en fait, j'aimerais repasser la parole à Abdirachine. Parce qu'en fait, la façon de laquelle vous travaillez, j'aimerais en fait vous poser une question sur un aspect un peu différent de cette question. Parce que peut-être que ces structures ne sont pas en fait, aussi bien développées là où vous êtes, actif. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur d'autres transactions foncières et notamment, sur les courtiers fonciers et leur rôle dans un environnement un peu différent? Et de comment vous pourriez en fait intégrer ces acteurs-là, dans des, systèmes de récupération des plus-values, foncières plus formels et donc de faire fonctionner cela dans un système très différent. D'accord, merci. Alors comme nous l'avons déjà dit, à Bossosa, nous avons des acteurs et des transactions, non formelles et non traditionnelles. Et souvent, on travaille avec ce qu'on appelle des traders fonciers, en fait. Donc ils achètent des petites parcelles qui ensuite revendent à une valeur plus importante. Et donc pour voir en fait, pour pouvoir jauger de la valeur de certaines terres et de savoir comment les prix vont valuer, ça peut être assez compliqué. Et donc on a des réunions, gouvernementales. En fait, on s'est rendu compte qu'on doit en fait réglementer, les 2 aspects de ces acteurs-là, donc à la fois les courtiers et les traders. Et donc le ministère, de la Terre en fait a, donné une identification en tant que, courtier foncier et donc ce qu'on recommande maintenant, c'est d'avoir un système d'enregistrement avec les autorités locales et avec le gouvernement et ces 2 autorités-là, en fait, vont réglementer à la fois, les courtiers fonciers et ce qu'on appelle les traders et donc c'était très important d'avoir ces systèmes réglementaires en place parce que ça permet, en fait, de formaliser les relations avec ces différents acteurs-là. Et ça permet en fait d'utiliser leurs connaissances et leur réseau et donc le gouvernement local a un système d'information qui est mis en place et à ce moment-là, n'importe quel courtier financier qui est enregistré peut en fait accéder à l'information, qui est compilée donc par le gouvernement local. Donc ça les arrange aussi. Donc l'idée, c'est également de renforcer leurs capacités et de les impliquer quand il y a des processus d'enregistrement, locaux. Donc, par exemple, quand il y a des projets, dans une certaine ville, on implique ces courtiers financiers pour qu'ils puissent, en fait, rejoindre les comités, concernés et sentir en fait, ils sont partenaires vraiment de cette action-là et que c'est pas une relation d'adversaire. Merci. Ah donc c'est très intéressant, en fait, vous utilisez les courtiers pour aider, en fait, pour mettre en place presque des mécanismes incitatifs, c'est très intéressant. OK, c'est vraiment très intéressant d'entendre ces approches contrastantes, en fait. Il y a tellement de façons différentes de résoudre ces problèmes. Ah oui, pardon et si je peux juste ajouter quelque chose, j'ai juste raté un point avant de passer à Christelle. Pour la première fois à Bossasso, maintenant, le gouvernement central s'est coordonné avec le gouvernement local pour, un morceau de terre de 8 kilomètres et en fait d'intégrer différentes parties prenantes. Donc le gouvernement central souhaite, soutenir la construction d'une route, sur ces 8 kilomètres
et on a différents, partenaires internationaux et des donateurs qui souhaitent soutenir ce projet-là. Donc on s'est dit: «Comment est-ce qu'on ne peut pas, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, fédérer en fait toutes ces autorités-là pour terminer le projet?» Et donc la semaine prochaine, donc au début de mars, on va mettre ce processus en route et cette route, en fait, va passer à travers, un des centres pour les personnes, déplacées à l'intérieur du pays de Bosaso et donc ça va desservir, 8 à 10 000 familles d'IDP et donc si cette route passe par là, en fait, ça va augmenter la valeur des terres, ça va constituer, des revenus, pour le gouvernement local et pour le gouvernement central. Donc, en fait, le gouvernement travaille avec 400 familles dans ces zones-là, pour, concrétiser cela et ce serait la première fois où il y a donc une coopération entre le gouvernement et ses différentes parties prenantes. Comme je l'ai dit, Bosaso est un hub, commercial, en fait et la plupart, donc des de la communauté commerciale dans le Puntland se situe, à Bosaso. C'est là où se trouve, par exemple, la chambre de commerce. Donc on leur a demandé s'ils voulaient participer également à cette route et ils ont accepté. Et donc ça permet en fait de réunir ces acteurs commerciaux, les acteurs gouvernementaux, pour travailler ensemble et on a de l'eng un véritable engagement de la part de ces différents partenaires et c'est la première fois qu'on a pu mettre en place un projet, de cette sorte. Donc c'est intéressant en fait, c'est comme une convergence d'intérêts en fait et à travers cela, vous pouvez améliorer, la valeur foncière à travers, la construction de ce projet d'infrastructure. Donc il y a plusieurs aspects très intéressants qui convergent, là-dedans. Et à la fois, vous créez également une espèce d'incitation, en fait, pour, la mise en œuvre d'un système un peu plus, durable. Et donc Christelle, je veux revenir à vous et parler encore une fois de cette question de la durabilité financière et de l'abordabilité, dans l'enregistrement foncier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, de stratégies ou de modèles financiers innovants que vous avez pu, voir réussir à l'heure donc de générer des revenus pour l'enregistrement foncier? Nous avons entendu quelques exemples, mais j'aimerais entendre votre perspective également. Oui, merci. Alors, j'ai très hâte, d'en apprendre un peu plus sur, donc des exemples du Burundi et de Somalie. Donc je suis très heureux de participer à cette conversation parce qu'on a parlé donc des coûts opérationnels, de maintien des systèmes ainsi que les coûts liés à un premier enregistrement. Donc j'aimerais parler en fait tout d'abord, des coûts opérationnels liés, donc au système. Différents modèles existent. La plupart du temps, ils sont financés par, les gouvernements, donc les gouvernements, nationaux, la trésorerie d'État, et par la fiscalité. Donc un mélange de ces 2 modèles sont possibles et dans mon expérience, la plupart des organisations cadastrales sont financées par le gouvernement national. Donc ça veut dire qu'il y a un budget fixe annuel et pour être honnête, dans, la plupart des cas, en fait, ce budget est en déclin et donc se rétrécit chaque année. Parce que quand les gouvernements fournissent, des financements, tout de suite, il y a une question d'influence politique et donc forcément, ces financements deviennent vulnérables en termes de renouvellement. Ce que je vois également dans ces exemples, c'est qu'il y a moins de flexibilité, pour, une augmentation dans les volumes de travail. Donc si par exemple, tout d'un coup, on a besoin de plus de volume horaire de travail, eh ben, le budget est coincé et on ne peut pas gérer ses coûts opérationnels et c'est là que commencent les problèmes. Et il y a également en fait un manque d'incitation pour l'amélioration des services parce que l'innovation demande des budgets supplémentaires et à ce moment-là, on doit tourner vers les gouvernements nationaux pour demander plus de budget et encore une fois, il y a cette question de l'influence politique. Donc ce sont un peu les aspects qu'on voit en fait avec ces modèles de financement gouvernementaux. Donc un autre, modèle est donc celui qui est lié aux redevances et à ce moment-là, le budget, en fait, dépend du volume horaire et le budget vient des utilisateurs, qu'ils soient, des citoyens privés ou des professionnels. Eh bien, ce sont les utilisateurs qui payent ces redevances, qui ensuite financent l'organisation et c'est pour cela que, les utilisateurs, en fait, deviennent très importants en tant que partie prenante dans ce système-là.
Un autre aspect de cette question du financement, par redevance, c'est qu'en fait, la question de l'innovation peut en fait être, tirée, de ces redevances. Donc on peut prendre ça en compte. Et souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'un mélange de ces 2 modèles, peut fonctionner très bien tant que, les coûts, qui sont nécessaires pour maintenir une administration foncière fonctionnelle sont couverts. Et donc ça, c'est aussi une question très intéressante donc d'aligner les coûts avec le budget. Une autre condition pour garantir le fonctionnement d'un de ces modèles, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la place pour de l'innovation et de la croissance. Donc des modèles qui dépendent de budgets gouvernementaux, c'est possible, mais il faut qu'il y ait de la place, pour cette innovation et cette croissance et que ce soit un plan donc pluriannuel et qui prévoit ces questions-là. Parce que si ce n'est pas le cas et ben, forcément on va, tomber sur des problèmes assez rapidement. D'accord, merci Christelle. Donc oui, quand on s'intéresse à cette question des coûts opérationnels, comme vous l'avez dit, souvent ce sont les gouvernements qui sont, les premières sources en fait de financement et souvent ce n'est pas suffisant dans de nombreux pays et ça impacte la qualité des services. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur l'innovation et la croissance et l'opportunité peut-être d'améliorer et d'augmenter, les services qui sont fournis et peut-être les revenus à travers cela également. Et cette, idée d'un modèle mixte, en fait, où on dépend à la fois des redevances et des budgets, gouvernementaux est très intéressante. Donc merci d'avoir soulevé cette question-là. J'aimerais changer peut-être un peu la direction de la discussion parce que souvent, quand on commence à parler de ces questions de redevances, et bien, on prend toujours le risque du fait qu'on ignore ou qu'on met à l'écart une partie de la communauté. Donc j'aimerais m'attaquer à cette question-là, et m'attaquer de front. Donc Rémi, garantir un accès équitable à la terre est quelque chose de crucial, notamment quand on cherche à éviter de renforcer certaines inégalités. Donc selon votre expérience au Burundi, quand on parle donc des mécanismes de financement, de votre approche business model, comment est-ce que vous structurez tout cela pour garantir que vous allez fournir un soutien, suffisant pour les groupes, vulnérables, pour garantir donc leurs droits fonciers et leur accès aux services? Non, pour assurer que tout le monde prenne part à la sécurisation foncière, tout dépend de l'approche qu'on utilise. Le fait qu'on fait l'enregistrement systématique des terres garantit que toutes les parcelles, que ce soit pour les riches, que ce soit pour les pauvres, que ce soit pour les terres publiques, et soient systématiquement enregistrées. Donc, ce qui permet que les plus riches paient pour les moins nantis. Donc, plus les plus riches ont des grandes superficies, ils paient aussi pour les moins nantis qui ont de petites superficies et le coût moyen devient plus ou moins capable de couvrir toutes les charges foncières et dégager des surplus. Ça, c'est le premier aspect. Donc, l'enregistrement systématique. Cet enregistrement systématique aussi se fait avec la séparation des terres des privés et des terres publiques, ce qui nous permet aussi de dégager, de quantifier les terres publiques et de voir et de plaider pour le santé. Et par exemple, au niveau du Burundi, compte tenu de la disponibilité des terres publiques, nous avons déjà initié le processus de donner des terres publiques, une partie des terres publiques aux communautés des Batois, qui sont les sans-terre. Donc, enregistrer systématiquement permet de dégager les terres des privés et, et les terres publiques, et ça vous donne l'accès de plaidoyer pour les sans-terre. Et voilà globalement comment on fait sur le Burundi. Et la parole est à vous, Richard.
Merci. Donc oui, vous vous intéressez à cette question et vous avez des mesures en place, très spécifiques qui permettent d'identifier, en fait, les groupes, les plus vulnérables, qui sont donc, dans des situations, désavantagées. Et je peux peut-être poser la même question à Sarah. Donc dans les régions dans lesquelles vous travaillez, parce que je comprends que le modèle que vous utilisez est maintenant appliqué dans plusieurs, régions, dans l'ensemble de l'Ouganda. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être mis à l'échelle. Donc vous, vous travaillez à l'échelle des sous-comtés et des régions. Donc comment est-ce que vous, vous garantissez cet accès équitable à la terre? Merci Richard. Eh bien, nous travaillons dans 6 districts différents et nous espérons pouvoir en fait étendre notre activité et en fait d'ailleurs ce serait plus que 6 parce que nous travaillons également dans, la région centrale du pays. Donc pour garantir un accès équitable, une des stratégies que nous avons mises en place en fait, c'est, mettre en place des redevances minimales. Donc par exemple, la redevance la plus basse que nous avons autorisé est environ, 50 000 shillings ougandais et en euros, ça donnerait en fait 10 à 12 euros si je ne me trompe pas dans le taux de conversion et donc cela permet en fait même les groupes les plus marginalisés, de pouvoir se permettre en fait, l'accès aux services d'enregistrement foncier, donc une documentation de leurs droits fonciers. Donc cet échelonnage, en fait, est une de nos stratégies et ensuite on cherche également à renforcer des mécanismes alternatifs de résolution, de conflits pour donc résoudre ces conflits à travers différentes méthodes, en utilisant, les structures, traditionnelles locales, en utilisant les leaders, du district, des sous-comtés, mais également des leaders religieux et même en fait d'impliquer des femmes dans ces groupes-là pour permettre de, résoudre ces différends fonciers et donc permettre même aux personnes les plus marginalisées, d'accéder, à leurs droits fonciers. Nous avons également, mis en place des programmes communautaires délibérés qui, ciblent particulièrement les femmes et d'autres groupes marginalisés, pour leur permettre, en fait, de participer dans des programmes de conscientisation et de sensibilisation. Donc par exemple, quand nous parlons de sensibilisation communautaire, nous disons que ces programmes doivent être réalisés l'après-midi plutôt que le matin, parce que souvent le matin, les femmes, en fait, sont occupées par d'autres activités domestiques, alors que dans l'après-midi, elles peuvent peut-être se rendre à ces réunions, d'information et d'éducation sur les services fonciers. Donc ça leur permet d'accéder à ces connaissances-là et de participer, à ces processus donc de services fonciers, en fait. Donc, si une femme souhaite, enregistrer sa parcelle ou recevoir un certificat ou, résoudre une dispute et en fait, elles ont accès à cette information à travers ces réunions informatives. Donc ce sont, voilà, des stratégies que nous avons mis en place pour garantir un accès équitable. Même en ce qui concerne, en fait, le renforcement des capacités au niveau, régional, au niveau, des sous-comtés et des communautés. C'est encore une fois un effort délibéré que nous avons mis en place pour garantir que même les personnes les plus vulnérables au sein de ces différentes communautés puissent accéder à l'information nécessaire sur leurs droits fonciers. Super, merci Sarah. Donc c'est toujours très important et d'ailleurs essentiel en fait d'avoir ces mécanismes en place. Donc c'est formidable de voir qu'ils sont en place, et que vous donc, les intégrez à l'expansion du programme. Abdirahkine, je vais maintenant passer la parole à vous et combiner peut-être les 2 prochaines questions pour, récupérer un peu de temps et c'est une question un peu similaire pardon, mais vous vous y intéressez sous un angle différent, donc celui de la récupération des plus-values foncières. Donc, comment est-ce que vous avez des stratégies qui sont en fait structurées, pour, qui sont en fait, ciblées sur donc la démarginalisation des IDP et en même temps, d'avoir cette plus-value économique? Et est-ce que je pourrais aussi vous poser une question sur
En pensant donc aux prochaines étapes sur, les valeurs foncières parce que souvent, ça c'est lié en fait à la fiscalité foncière. Est-ce qu'il y a des implications, sur, la fiscalité à partir donc du travail que vous avez réalisé sur la récupération des plus-values foncières? Et en fait, dans ces modèles, est-ce que vous prenez en compte, donc la population, d'IDP que vous avez dans votre région également? Alors merci Richard. Tout d'abord, j'aimerais parler un peu de notre background. Donc à Bosaso, depuis, les années 90, en fait, c'est un lieu sûr pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays, en Somalie. Donc quand je parle d'IDP, en fait, c'est des personnes qui sont là depuis 10, 20 ans déjà. Et donc le gouvernement national a mis en place une politique qui, en fait, prend en compte 3 catégories de personnes. Donc toutes les personnes qui souhaitent rentrer, dans leur région d'origine, les personnes qui souhaitent, s'installer ailleurs et les personnes qui souhaitent rester à Bosaso. Et donc ce que le gouvernement a fait, en fait, les autorités locales ont acheté de la terre à Bosaso pour, construire des hébergements. Et cette parcelle se situe à 4 kilomètres du centre-ville, sans infrastructure, sans eau, sans électricité, sans école. Une fois que les personnes étaient installées sur place, à ce moment-là, le gouvernement, national et les autorités locales ont commencé à mettre en place une infrastructure, donc notamment, l'eau et les infrastructures liées à la santé. Et maintenant, nous travaillons donc sur une route d'accès, goudronnée qui relie en fait ce centre pour les IDP, au centre-ville. Et on pense en fait qu'une fois que cette zone-là est desservie par la route, la valeur foncière va augmenter. Et donc les autorités locales ont déjà commencé à donner en fait des droits de propriété, aux IDP qui sont sur place. Et nous avons mis en place en fait des prêts qui définit en fait, les liens entre donc ou les relations financières entre les IDP et le gouvernement local en termes de fiscalité notamment. Et nous avons recommandé que la fiscalité, en place soit mise à jour en fait. Parce qu'à Bosaso, nous avons différentes, zones dans la ville. Donc nous avons par exemple, la zone commerciale où nous avons des endroits plus résidentiels et notamment, par exemple, la zone de résidence des IDP. Et en fait, nous avons, donc différents échelons. Nous avons recommandé qu'on mette en place des différents échelons de fiscalité dans ces différentes zones. Donc par exemple, si c'est la fiscalité sera différente dans ces différentes zones. Donc par exemple, pour les IDP, on aura une fiscalité très basse, alors que dans la zone commerciale, forcément, l'échelon sera un peu plus haut. Et donc ça nous permet en fait d'avoir une loi qui définit tout cela très clairement. Et le gouvernement local travaille également à la formalisation des droits fonciers des IDP. Si tout le monde a des droits, un document, de droit de propriété, ça permet en fait de voilà, de vraiment établir une relation légale et ça leur permet de s'installer vraiment sur place, de construire des maisons donc sur leurs parcelles et de s'installer. Donc cette question de la fiscalité est très intéressante parce qu'on veut notamment avoir des, partenariats publics-privés permettant de mettre en place des programmes qui donc ensuite permettra ensuite de relier certaines zones, notamment à l'électricité. Et ça permet notamment d'avoir accès à une électricité bon marché. Et voilà, merci. Donc en fait, vous avez une approche assez holistique, complète, parce que vous allouez en fait des terres aux IDP et vous cherchez à vraiment à sécuriser en fait ces droits-là et notamment d'avoir un système de fiscalité un peu modifié, donc qui est tout à fait conscient des besoins spécifiques des IDP. Donc merci beaucoup de ce point de vue très intéressant. Je vais maintenant repasser la parole à Christelle
et je vais demander si peut-être on peut, raccourcir un petit peu les réponses parce que j'aimerais avoir du temps pour des questions de la part du public. Donc Christelle, je sais que vous avez travaillé avec de nombreux gouvernements, différents organes, internationaux. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que, des partenaires, internationaux comme la Banque mondiale ou l'Union européenne peut faire pour, essayer donc de mettre en place ces solutions dont nous parlons aujourd'hui? Merci. Beaucoup, je dois l'avouer, beaucoup, notamment pour le premier enregistrement, il faut organiser une administration foncière à l'échelle nationale et ça peut également, ça peut permettre d'aider d'autres pays avec des prêts ou d'autres appuis financiers. Donc, il faut réfléchir à cela, avoir des modèles opérationnels, des modèles financiers, avoir des procédures de conservation des données, avoir des systèmes d'administration foncière en place. Donc, si je reviens à votre question, comment est-ce qu'on peut aider à renforcer la résilience? Euh, je vais dire que on, ça peut vraiment aider. Avec le premier investissement, on peut organiser une administration foncière à l'échelle nationale parce que il y a plusieurs méthodes de collecte de données. Bon, ces données doivent être suffisantes, elles doivent être abordables parce que les gens doivent payer. Nous Nous parlons souvent d'une administration foncière adaptée. Et vous savez que dans ce panel, beaucoup de personnes connaissent cette expression. Le gouvernement national qui souhaite collecter les données sur l'ensemble du territoire, ça peut être très coûteux, il faut l'avouer. Et cela dépend de plusieurs facteurs. Quel est le prix des parcelles? Quel, quel est, quel est le niveau de précision? Donc, tous ces facteurs peuvent déterminer le coût total de la collecte de données. Au Bénin, il a été estimé que le coût de collecte de 8 millions de parcelles s'élevait à 150 millions de dollars. Si les partenaires internationaux tels que la Banque mondiale ou l'UE sont prêts à investir, ce sera très important. Donc, je vais m'arrêter là parce que j'encouragerais vraiment ces partenaires à ne faire ces financements que si en même temps, si avant même, il y a un business plan, par exemple, quelque chose qui a été élaboré qui indique comment est-ce que le coût d'investissement peut être récupéré au fil du temps par le pays. Je pense que ce que vous avez relevé en dernier, c'était très important. La conceptualisation, euh, on peut penser à cela plus tard. D'après mon expérience personnelle, dans l'Europe de l'Est au cours des années 90. Bon, c'est vrai qu'on en a, c'est pas le plus important maintenant. Ça, c'est les trois choses que vous avez relevées. La collecte de données, avoir un plan opérationnel pour pouvoir lancer ce type d'initiative. Et il faudrait également la collaboration et la confiance, c'est très important. Donc, il n'y a pas une approche toute miracle. Donc maintenant, j'ai d'autres questions. L'importance des données, notamment les données foncières ouvertes et transparentes. Nous allons quand même ouvrir le bal pour les questions. Rémi, les données foncières ouvertes et transparentes sont de plus en plus reconnues comme un outil de renforcement, comme Christelle l'a dit. Que pensez-vous? Quelle est l'importance, pas seulement dans la génération de revenus, mais pour avoir la confiance en les systèmes euh, de l'administration et pour encourager les personnes à utiliser ces systèmes-là. Oui, merci de la question. D'abord, il faut que, pour garantir la transparence, il faut qu'il y ait un système d'information foncière national
et qui soit accessible à tous les partenaires. Ça, c'est hautement important. C'est le seul moyen de garantir la transparence. L'autre élément assez important pour garantir la durabilité, il faut que ce système d'information nationale euh, génère des services et des services de qualité et pour que les partenaires qui cherchent ces services puissent les avoir. Et ces services doivent être payés et à un coût qui assez élevé qui peut garantir la continuité du système, le fonctionnement du système, mais aussi assez bas pour qu'il soit assez accessible à ses partenaires. Voilà globalement comment on peut garantir et assurer la continuité du système d'information foncière. À vous, Richard, la parole. Je peux poser la même question à Christelle. Donc, on a parlé des systèmes d'information transparents qui peuvent contribuer à la viabilité financière et pour renforcer la confiance. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Je pense que avec des systèmes transparents, il y aura la responsabilité sociale. Lorsqu'on a des systèmes ouverts, nous réduisons au minimum les possibilités de corruption en s'assurant que les processus d'enregistrement foncier sont équitables, sont transparents, sont justes et ça permet d'améliorer et de renforcer la confiance. Mais maintenant, pour nous, en ce qui concerne l'autofinancement, avec l'approche que nous avons mise en œuvre, nous voulons pouvoir renforcer la reddition des comptes pour pouvoir faire face aux défis de la corruption dans les systèmes d'enregistrement ou d'information foncière. On peut avoir le renforcement des capacités des personnes impliquées dans le processus, la sensibilisation communautaire, des réunions et des recommandations politiques pour pouvoir renforcer la transparence pour un enregistrement foncier plus rapide et plus efficace. Donc ça, c'est ce que j'avais à dire euh, en ce qui concerne l'autofinancement, dans cette approche que nous avons relevée. Et si je pouvais ajouter, vous avez un système national, n'est-ce pas, dans lequel vous intégrez les données, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est bien le cas. C'est bien le cas. Merci. Donc, maintenant, je voudrais peut-être poser la dernière question à Christelle. Et elle porte toujours sur les données. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose sur ce qui a été dit déjà? Est-ce que vous avez un propos de fin sur l'importance des données, sur la gestion des données et l'importance de cela en ce qui concerne le développement, l'administration foncière? Euh, je m'aligne sur ce que il a été dit en termes d'abordabilité pour l'utilisation du système. La génération de revenus commence par, par le fait de pouvoir faire tourner la roue économique. Donc, il est important de disposer d'un certain volume de données, notamment des colis enregistrés de données. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une masse critique à partir de laquelle la roue commence à tourner. Et pour ce faire, les données doivent être naturellement fiables et surtout abordables. C'est à ce moment que les gens commenceront à les utiliser et c'est ça la mission, n'est-ce pas? Les gens, la société en général, ça doit être normal d'effectuer des transactions, que ce soit des ventes, que ce soit de l'héritage ou autre chose. Et ça doit être normal qu'il y ait un système d'administration foncière fiable. Et cela n'est possible que si les frais de transaction sont abordables. Un préinvestissement sera nécessaire pour maintenir les tarifs bas, ça c'est clair.
et la Banque mondiale, l'Union européenne, ils peuvent entrer en ligne de compte. Donc, il faudrait donc connaître à partir de quel moment il y a un point d'inflexion. Donc, c'est pas dire le moment où il n'y a plus de coûts, mais le moment où l'on peut générer de l'argent. Et cela doit être inclus dans le plan opérationnel. Il est important que les utilisateurs, la société en général, voient la valeur ajoutée d'un système d'administration foncière. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Pour se poser la question. Plus les données sont introduites dans le système, plus elles sont fiables, plus la roue économique tourne. À titre d'exemple, des millions d'euros sont en jeu sur le marché immobilier néerlandais. Cela n'est possible qu'avec un système d'administration foncière fiable et abordable. J'espère avoir donné une réponse à votre question. Merci, merci. Je pense que c'est une bonne façon de clore cette série de questions-réponses. Parce que si on a un système efficace, si nous avons des transactions qui fonctionnent, la roue économique va tourner et ça va se produire. Donc, on pourra pour satisfaire les besoins de la demande et les fournisseurs également ils pourront trouver un équilibre. Donc, maintenant, il nous reste 20 minutes simplement. Nous avons tellement de questions. Bon, je vais demander à Neil de répertorier ces questions. Neil Sorensen, c'est l'organisateur de LAN Portal. Donc, bon, pour le moment, on va aller rapidement. Donc, je vais juste donner les questions. Il a recensé quelques questions et je vais demander aux panélistes de donner des réponses précises et concises afin qu'on puisse couvrir davantage de questions. Il y a la question de Nicole Grosskamp. Ce serait utile de voir comment est-ce que le programme a changé les droits fonciers. Par exemple, combien de personnes ont sécurisé leurs droits fonciers et comment est-ce que le programme a accéléré le nombre de personnes avec les droits fonciers, les titres fonciers. Donc, s'il vous plaît, que votre réponse soit concise et précise, je vous en prie. Rémi, la question vous est adressée. Ah, C'est une bonne question. it is a good question. Combien c'est peut-être pas la, 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 How la, many how many la people question la I plus can't say importante, is not the mais most la question important la plus question, importante, but the c'est most comment le important question système marche is how pour the system sécuriser le droit functions to foncier secure land des tenure personnes. rights Mais for the people. s'il faut dire pour le moment, on a For the 75 time being, 000 we have sur la commune dans laquelle on 75,000 travaille. people in the Mais councils where we work, ça, c'est juste but une it commune is pilote just a pilot qui, community or euh, qui, council. qui, qui, qui va faciliter So l'élaboration d'un guide national pour le fonctionnement des services fonciers communaux. Ça veut dire que c'est beaucoup plus le potentiel que ça donne la, la commune pilote, le programme pour sécuriser les droits fonciers des personnes. Mais pour ça, c'est vraiment symbolique, c'est petit, mais quand vous regardez l'approche, comment le système va fonctionner, ça va donner ça un potentiel immense. Et nos ambitions, c'est d'utiliser le même système pour tout le territoire national, ce qui veut dire que pour le moment, combien ça n'a pas une grande importance. À vous la parole, Richard, pour d'autres questions. il y a une question adressée à tous les panélistes.
Donc, je vais demander à un volontaire de répondre à cette question. Je me demande comment est-ce que les prochains règlements sur la déforestation euh, induite par les produits de base peut influencer les initiatives en matière de droits fonciers. Cette question n'est pas dirigée à finan- je vais peut-être ignorer cette question, mais si l'un des panélistes voudrait y répondre, alors on peut passer à une autre question. Donc, donc, c'est une bonne question. Je crois il y a une autre, c'est une question peut-être pour une autre session et ce sera intéressant peut-être d'organiser un autre webinaire pour cela. Donc, il y a Gombo Tenzing pour pour démarrer la gouvernance, pour faire fonctionner la gouvernance foncière dans un pays, comment lancer un modèle opérationnel et comment cela peut assurer un progrès durable. Donc, Christelle, est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Donc je dirais, comme je l'ai déjà, mentionné, en fait, ça part de l'ambition, du gouvernement lui-même. En fait, les revenus à partir de ce système, en fait, vont revenir dans le système et donc pas forcément directement à la trésorerie nationale. Donc ça, c'est un des premiers accords au niveau intergouvernemental qui doit être réalisé pour lancer un tel modèle et ensuite, évidemment, il faut savoir comment ou du moins quels sont les coûts opérationnels, totaux pour gérer le système dans son entièreté, de la manière la plus efficace et durable possible. Et quand on calcule ces coûts, en fait, ils doivent tous être couverts. Donc on doit trouver des accords sur, voilà, qui est dans quelle chaîne qui est au sein de la chaîne d'administration foncière va recevoir quelle partie des revenus, en fait, du système. Donc c'est toute une série d'accords qui doivent être réalisés, avant, en fait, de lancer un tel programme. D'accord, donc en fait, on doit traverser ce processus d'accord avant, en fait, de mettre en œuvre ce type d'opération. Oui, tout à fait. Une question, pour Sarah de la part de Mina. Alors, est-ce que la l'approche, d'autofinancement, s'intéresse plutôt aux terres collectives ou aux, terres coutumières? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, Sarah? Oui, tout à fait. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais m'intéresser à cette question en parlant donc des provisions légales. Donc, la constitution ougandaise reconnaît euh, une forme, en fait, la- le droit foncier coutumier est reconnu sous le droit ougandais. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, nous renforçons ce qui existe déjà sur le plan légal. Donc en fait, on peut enregistrer, ces terres coutumières en tant que famille ou en tant qu'individu. Encore une fois, ça correspond aux provisions légales en place et quand on s'intéresse à la vulnérabilité de ces communautés, j'ai indiqué plus tôt que pour que le système, en fait, fonctionne de manière, équitable, il doit y avoir, des réunions de consultation sur, en fait, ce que, ces communautés peuvent, se permettre financièrement et que les, redevances restent, les plus basses possibles, en fait. Parce que si
les sommes, en fait, sont suggérées par, le GIZ ou des d'autres organisations internationales, en fait, ça va être très difficile pour, les personnes les plus vulnérables, de se permettre, les droits d'enregistrement foncier et ce qui permet également à ce programme, de se développer, en fait, c'est qu'on utilise des structures gouvernementales préexistantes. Quand on parle de ces structures-là, en fait, ça veut dire qu'on va pas payer, en fait, le personnel qui travaille dans ces structures parce qu'ils sont déjà payés par le gouvernement. Donc ils sont juste là pour, soutenir une activité qui, en fait, ils auraient dû prendre en compte depuis longtemps déjà, prendre en charge et donc en fait, l'autofinancement, fonctionne déjà pour, d'autres types, de droits fonciers. Donc par exemple, les droits, freehold. Donc en fait, ce sont tous des systèmes fonciers, au en autofinancement et c'est seulement, les droits coutumiers qui en fait étaient laissés de côté. Donc en fait, ça permet d'utiliser ce système, pour en fait mettre, le droit coutumier au foncier le droit foncier coutumier au même niveau que les autres en fait. Voilà. Merci Sarah. Je trouve que ce dernier point était très intéressant, cette idée de mettre en fait le droit foncier coutumier, sur un pied d'égalité avec les d'autres types de droits fonciers qui existent en Ouganda. Merci beaucoup. Une autre question, Nicole Groskam pose à Gemma. Alors Gemma, est-ce qu'il serait possible pour vous de parler de l'impact du programme, sur donc dans combien de pays est-ce que vous travaillez? Combien de foyers ont réussi à enregistrer leur, leur parcelle? Donc c'est une question qui est vraiment, qui se concentre en tout cas sur les chiffres. Merci beaucoup Richard, merci pour cette question. Alors comme je l'ai dit au départ, le programme est actif dans 12 pays et très rapidement, j'ai regardé où on en était maintenant en ce qui concerne, l'enregistrement. Donc on a, réalisé, ce type d'enregistrement pour 160 000 personnes. Mais je pense que quelque chose qui est peut-être plus intéressant pour le contexte de ce webinaire, c'est que dans, en fait, l'ensemble de ces pays, nos partenaires sont en train, d'identifier de manière continue des points d'entrée ou des points d'amélioration en se basant sur leur expérience passée des enregistrements qui a été fait déjà. Donc par exemple, jusque maintenant, plus de 400 institutions ont été renforcées. Et juste pour mentionner un exemple concret, donc, en Colombie, on travaille et Christelle est au courant. En fait, on travaille dans différentes zones pour voir comment, en fait, cette approche, d'administration foncière fonctionne sur le terrain mais également ensuite de ramener en fait les enseignements tirés de ces expériences et d'en parler au niveau gouvernemental pour voir si c'est possible, d'intégrer ces approches aux, lois et aux réglementations en place. Pour, essayer d'en fait de créer un lien en fait entre, la sécurité foncière pour les communautés et également, donc en s'intéressant à comment ça se relie en fait à la structure, aux infrastructures, préexistantes et au fonctionnement des systèmes en place. Et il serait peut-être utile aussi de mentionner qu'actuellement, bon nombre de nos projets, sont déjà en fait dans la deuxième phase de leur mise en œuvre et nous avons récemment commencé un exercice avec l'ensemble des partenaires, sur les projets pour en fait, prendre un pas en arrière, prendre un peu de recul, s'intéresser à ce que nous avons accompli jusque maintenant et se poser des questions difficiles. Donc, par exemple, bon, si le projet, s'arrête maintenant, eh bien, qu'est-ce qui va en rester? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut encore améliorer, notamment dans la deuxième partie du projet, pour garantir que cet impact soit augmenté et plus durable? Je vais en rester là. J'espère que ça a répondu à vos questions. Oui, tout à fait, c'était très clair, merci. Et en fait, il y avait une question, sur le même sujet. Et en fait, la question est: est-ce que vous voyez un rôle, pour le secteur privé, les financements privés dans, les, programmes, d'enregistrement foncier? Et si oui, quel type de modèle fonctionne le mieux? Alors je pense qu'en fait, c'est une question intéressante pour les autres panélistes également.
Mais ce que je vois en tout cas, c'est que en fait, le mandat d'enregistrement foncier est avec le gouvernement et nos participants ont souligné le fait que les structures, existantes doivent être impliquées dans ces processus, mais il existe des exemples, très intéressants. Donc par exemple, dans certains pays land at scale, on voit que les entreprises qui travaillent avec, des agriculteurs, en fait, se sont rendus compte qu'il est très important de réaliser cet enregistrement foncier, pour garantir que les terres agricoles soient gérées de manière durable et donc à plus petite échelle, on voit des initiatives qui se développent dans ce sens-là et peut-être que Abdi Hakim peut en parler également. Mais en Somalie, avec cette question donc de la récupération des plus-values foncières, il y a un lien qui a été créé avec les investissements privés. Donc oui, je pense que ça peut faire partie du puzzle. Mais pour cette question de financement durable de l'administration foncière, en fait, c'est le gouvernement à tous ces différents, niveaux, demeure un partenaire essentiel. Merci. Est-ce qu'un des autres panélistes aimerait, peut-être, approfondir cette question également? Si ce n'est pas le cas, j'aimerais juste, suivre donc sur cette question de handover qui a été fait par Emma et de passer la parole à Abdi Hakim. C'est une question de la part de Léonard. Est-ce que vous avez utilisé, des courtiers fonciers, dans, l'enregistrement foncier? Parce qu'on sait que parfois ces courtiers, en fait, ne suivent pas, les réglementations. Ils sont parfois, des partenaires assez difficiles. Donc comment est-ce que vous les gérez et comment est-ce que vous les rendez plus proactives? OK, merci Richard. Et bien, comme je l'ai dit auparavant, donc toutes les personnes qui se sont enregistrées ou qui traversent ces processus d'enregistrement, eh bien, ils doivent passer par le système en place, qui est donc utilisé par, le ministère, des Terres ainsi que les autorités locales. Donc tout courtier, foncier qui passe par, les procédures normales, en fait, vont utiliser ce système-là. Donc par exemple, ces liens avec les gouvernements et en fait, le courtier va passer par le gouvernement va rejoindre les comités de planification dans une zone spécifique. Parce qu'en fait, si le courtier, en fait, ne suit pas ces procédures-là, s'il n'a pas, suivi toutes les réglementations en vigueur, à ce moment-là, le gouvernement local ou national peut, en fait, l'interdire, donc de rejoindre certains programmes et activités qui sont donc menées par, ces 2 aisselles de gouvernement. Donc c'est un travail en cours de progrès. Donc on a un système en fait peut-être de contrebalancement. Donc toutes les personnes qui, suit, la loi, sera récompensée et toutes les personnes qui, ne suivent pas la loi en sera donc, interdit de participer dans ces procédures, nationales. Donc il nous reste que 2 minutes, donc malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Je vais, présenter mes excuses, pour toutes les questions auxquelles nous n'avons pas pu, répondre. Je vais voir avec Neil s'il y a possibilité, de répondre à ces questions après la conclusion, de la session. Mais donc j'aimerais donner, à chaque, intervenant donc de réaliser nous donner quelques mots de clôture. Donc s'il y a quelque chose de très important, qu'ils n'ont pas pu dire, s'ils ont des conseils, des perspectives intéressantes qu'ils souhaitent partager pardon, avec, la communauté mondiale, qu'ils y aillent. Donc, je vous donne, 30 secondes peut-être à chacun. Donc on va commencer avec Abdirahkine. Donc en 30 secondes, quels sont vos mots de clôture? Oui, je vous entends. Donc très rapidement. Vous pouvez m'entendre maintenant? Pour moi, c'est la première fois, que je participe à ce type de forum, de webinaire et j'aimerais remercier à toutes les personnes, qui ont contribué à ce webinaire et j'aimerais également remercier les autres panélistes
J'ai reçu beaucoup d'informations que je ne connaissais pas auparavant, donc c'était, formidable. Donc j'espère que je vais pouvoir participer à ce type de webinaire à l'avenir. Non, je n'ai pas vraiment de conseils pour l'instant, pas de recommandations à faire. Merci. Donc Sarah, à vous maintenant. Alors oui, moi j'aurais quelques conseils. Je vois que il y a beaucoup de questions, mais donc Richard, de mon côté, je voulais juste, donner en fait un facteur de réussite pour l'autofinancement. S'il y a un plan pour, réaliser l'autofinancement et c'est en fait le fait que le processus doit vous appartenir, doit appartenir aux parties prenantes et il faut donc, intégrer ces services au sein des structures gouvernementales. C'est un facteur très important, cette question donc de l'appartenance. Parce que ça va garantir que ce soit un processus continu. Les budgets vont être, révisés tous les ans et si c'est déjà inclus dans le budget, en fait, le gouvernement va, pouvoir, subvenir aux besoins des communautés, en faisant cela. Donc je pense que ça, c'est mon principal conseil. Donc merci beaucoup, d'avoir, organisé ce webinaire. Rémi, à vous, la parole si vous avez des remarques de clôture. Bon, j'étais honoré pour participer à cette plateforme. J'ai eu la chance de participer pour la deuxième fois et je reçois, mais aussi je partage. Et je suis désolé qu'il y a beaucoup de questions dans ce panel auquel on n'a pas réussi à répondre. Peut-être si la facilitation organise et structure ces questions, on pourrait peut-être donner des compléments de réponses ou peut-être les reporter dans une session ultérieure. Et tous mes remerciements alors à la facilitation et aux organisateurs à tous les participants dans ce webinaire. Merci. Christelle, est-ce que vous avez un message pour nous? Alors je pense que le fait que cette question est maintenant, à l'ordre du jour, qu'il y a un webinaire, sur le sujet, c'est très bien, pour pouvoir, en fait, continuer à approfondir la conversation. Parce que souvent ce sujet n'est pas nécessairement, inclus dans les programmes, de, droit foncier à grande échelle et donc mon conseil, ce serait, à cette époque notamment où les financements traditionnels, sont incertains. Je pense que c'est très important de continuer cette conversation dans les différents pays, concernés et de voir, quel modèle peut fonctionner, le mieux pour chaque situation. Donc il faut que nous continuions à avoir ce type de dialogue. Ce webinaire est un très bon tremplin. Donc merci beaucoup, Alan Portal, merci à Richard et merci à tous les modérateurs et également à tous les participants et les personnes qui nous écoutent. Merci d'avoir été là. Alors il y a un sondage si vous cliquez le lien que Neil vient de poster dans le chat, vous allez pouvoir, répondre à ce sondage et nous apprécions vraiment vos retours. J'aimerais également faire écho aux remarques des panélistes et remercier à tout le monde, pour votre participation, pour cette conversation qui a été très intéressante. Ce qui m'a vraiment frappée, c'est qu'il y a des approches très, très différentes qui sont utilisées dans différents, endroits, différents points de départ. Donc c'est quelque chose de vraiment fascinant pour moi et quelque chose de très important, je pense, pour l'avenir. Donc il faut vraiment qu'on continue à approfondir cette question et trouver des mécanismes plus efficaces pour gérer cette question-là. Donc merci beaucoup. Réma, est-ce que vous souhaiteriez, nous dire quelques mots de fin? Alors merci Richard et juste très rapidement, j'aimerais, dire que je suis d'accord avec les panélistes. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. C'est formidable de voir un tel intérêt pour, ce sujet. Je suis ouverte à explorer comment nous pouvons continuer cette conversation et également j'aimerais promouvoir une session de la Banque mondiale qui aura lieu à Washington en mai pendant la conférence sur la Terre, encore une fois sur ce même sujet et vous êtes tous les bienvenus. Donc, merci beaucoup, pour cette conférence, ce webinaire. D'accord. Neil, bah, je vais vous passer la parole. Vous avez été caché dans l'ombre jusque maintenant, mais vous pouvez peut-être dire bonjour. D'accord, merci Richard. Merci beaucoup pour ce webinaire. Merci, à tous, de nous avoir rejoints
et d'avoir collaboré et participé avec cette session. Nous allons donc essayer de voir si nous pouvons répondre à vos questions, par la suite. On n'y arrive pas toujours, mais on va faire de notre mieux et on va essayer peut-être de poster en fait, cela, hem, dans le contexte donc du récapitulatif du webinaire que nous allons poster dans les jours à venir. Donc merci beaucoup et j'ai hâte de poursuivre cette discussion avec vous. Restez au fait en suivant, l'An Portal. Merci beaucoup encore à tous et à toutes. C'était un plaisir de partager avec vous, aujourd'hui et j'espère vous revoir bientôt.